Disney qui a été très longtemps l'un des fers de lance de la politique woke. Le 11 septembre 2020, Sephora lance une campagne avec les hijabeuses. Et là, l'accueil de cette campagne-là, elle est catastrophique pour la marque. Wikipédia, il y a un biais militant d'abord. Le Monde est considéré comme une source crédible, alors que à l'heure actuelle ne l'est pas. On a des entreprises comme Ubisoft qui met en place à la fois des toilettes non genrées, qui a embauché des sensitive readers pour revoir tous leurs jeux vidéo de façon à ce que dans leurs jeux vidéo, on ait des personnages non binaires. Bienvenue sur Feméliste. Feméliste, Feméliste, Feméliste. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent déranger, bousculer et inspirer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Vial, directeur de l'Observatoire du wokisme et de la déconstruction. Olivier Vial suit de très près ces phénomènes pour en comprendre les implications sur la société. Il est également directeur du CERU, un laboratoire d'idées universitaires où il dirige un programme dédié aux nouvelles radicalités comme les mouvements woke, antifa ou encore ceux liés à la décroissance. On a souhaité partir de la théorie du genre mais l'élargir à toutes les autres formes de wokisme. Son parcours, notamment comme président de l'Union nationale interuniversitaire, lui donne un regard éclairé et multidimensionnel sur ces questions. Mais si nous le recevons aujourd'hui, c'est pour aborder le sujet du wokisme en entreprise particulièrement. Ce phénomène dépasse la sphère culturelle ou médiatique et s'infiltre aussi dans le monde professionnel. À travers des politiques internes comme le DEI pour diversité, équité et inclusion, ou des initiatives comme l'index d'égalité des entreprises, de nombreuses entreprises adhèrent à des idéologies qui peuvent avoir des conséquences profondes sur la société. Les entreprises, pour une grande partie, je pense, elles se sont laissées entraîner dans des politiques woke. Nous nous sommes rendus compte de cela en enquêtant pour notre livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Par exemple, l'ONG Human Rights Campaign a créé l'index d'égalité des entreprises qui donne une note aux entreprises selon des critères woke. On a des entreprises qui signent des chartes de la diversité qui sont à la limite des quotas. Il y a une multitude de critères qui permettent d'avoir des points, parmi lesquels une politique de non-discrimination de l'identité de genre, des bénéfices trans-inclusif, une mutuelle couvrant la transition, des jours de congé pour transitionner, le financement de causes sociales LGBT, et etc. Et c'est à prendre au sérieux, car ce genre d'indice fonctionne pour mettre la pression aux entreprises. En 2000, seulement 3% des entreprises du classement Fortune 500 incluaient l'identité de genre dans leur politique interne, alors qu'en 2024, elles étaient 83%. Bref, il est crucial d'examiner comment ces dynamiques, parfois méconnues, impactent nos entreprises et plus largement notre société. Et nous comptons sur Olivier Vial pour nous éclairer. Olivier Vial, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Observatoire du wokisme et de la déconstruction, nous raconter quels sont ses objectifs et nous dire au passage ce qu'est le wokisme? En fait, l'Observatoire du wokisme, c'est un projet qui a été lancé en 2020 par l'UNI et qui est en réalité le relais d'un observatoire qu'on avait créé en 2013 de façon un peu pionnière, puisqu'on avait lancé l'Observatoire de la théorie du genre en 2013. Et on a souhaité partir de la théorie du genre, mais l'élargir à toutes les autres formes de wokisme, donc les mouvements décoloniaux, les mouvements antispécistes, etc., etc. Et donc on a créé cet observatoire avec un double objectif. Un premier objectif qui est d'analyser et de faire de la veille sur tous les mouvements woke et puis sur toute la littérature woke. Et le deuxième, c'est effectivement de se mobiliser et d'essayer de riposter. Donc on a déjà eu des campagnes, par exemple, contre le déboulonnage de la statue de Napoléon à Rouen, contre l'écriture inclusive, etc., etc. Donc l'idée, c'est à la fois de mieux comprendre ce qu'est le wokisme et en même temps de donner des outils pour ceux qui veulent riposter à cette influence, à cette emprise. Alors ça amène à, effectivement, alors qu'est-ce que le wokisme ? On a plein de définitions, mais je trouve que finalement, ceux qui le définissent le mieux, c'est souvent les militants eux-mêmes qui, pour beaucoup, disent que c'est une paranoïa saine. Et effectivement, c'est d'abord une attitude qui consiste à imposer finalement une grille de lecture, alors pas pour dénoncer ou déceler les discriminations, mais pour déceler les dominations. En réalité, toute leur grille de lecture, c'est très binaire, c'est les dominants d'un côté, les dominés de l'autre. À partir de cette grille de lecture-là, qui va être posée sur l'intégralité des problèmes de société, ils vont avoir une lecture finalement très manichéenne. Et ça a deux conséquences. La première conséquence, qui est sans doute la plus intéressante, parce que c'est celle qui permet de comprendre la limite entre wokisme et d'autres combats qui peuvent être tout à fait légitimes, notamment de lutte contre les discriminations, c'est l'idée que tout est systémique
et que la responsabilité individuelle, finalement, est assez secondaire. Ça va amener à des paradoxes comme ceux proposés par Robin DiAngelo, qui dit par exemple que celui qui avoue être raciste est moins raciste que celui qui se défend de l'être. Parce que dans sa logique, le racisme est simplement systémique, et donc si on avoue être raciste, c'est déjà qu'on a compris qu'on vivait dans un monde raciste, et donc c'est la première étape pour déconstruire et s'amender. Celui qui pense qu'il n'est pas raciste parce qu'il n'a commis aucun acte raciste et parce qu'il n'a pas de pensée raciste, pour Robin DiAngelo, ça veut dire qu'il nie le fait que la société dans laquelle il vit et laquelle il évolue est raciste. Et donc on a cette présupposer cette prééminence du systémique sur la responsabilité individuelle. Ça va aller très loin parce que pour plein de sujets, ça veut dire que l'individu n'est pas vraiment responsable de ses actions, mais c'est toujours expliqué par la culture, la domination des mots, etc. Et le deuxième grand mouvement, qui est aussi un des moyens de voir si on est en face de quelque chose de woke, c'est l'idée que le concept précède la réalité. C'est-à-dire que la réalité les concepts ne sont pas là pour décrire la réalité, mais pour construire une nouvelle réalité. Et de cette idée qui, en fait, n'est pas née avec le wokisme, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve dans le structuralisme, dans le phénoménologisme, on va avoir finalement le concept d'autodétermination très fort, puisque finalement, la réalité ne s'impose pas, c'est l'image qu'on se fait de soi-même, c'est le concept qu'on a de soi-même qui finit par s'imposer. Alors là aussi, il y a un petit paradoxe parce que toute autodétermination n'est pas possible. Vous avez le droit, effectivement, de vous autodéterminer comme un homme ou une femme sans prendre en compte votre biologie. Vous avez le droit de vous identifier d'une race ou d'une autre. On a quelques cas de concept de transrace. Par contre, il n'y a que les militants woke qui peuvent vous dire et vous assigner en tant que personne respectable ou personne d'extrême droite. Là, c'est le seul endroit où vous ne pouvez pas vous assigner comme une personne respectable. Il n'y a qu'eux qui peuvent vous dire que vous êtes respectable ou pas. Et c'est de là que découle, par exemple, la cancel culture derrière. Donc, pour moi, effectivement, le wokisme, c'est ça. C'est d'abord cette attitude-là, cette grille de lecture binaire, avec ces deux conséquences. C'est la préséance du systémique sur la responsabilité individuelle et puis cette autodétermination qui fait que la réalité, finalement, devient très secondaire. Je vais prendre le risque de vous poser une question peut-être un peu naïve, mais je voudrais savoir en quoi est-ce que vous estimez que donc le phénoménologisme, c'est ça la phénoménologie, c'est-à-dire, pour moi, il me semblait que c'était un mouvement philosophique qui se consacre justement à l'étude du réel. En quoi est-ce que vous, qui devez en être bien plus spécialiste que moi, qui devez être bien plus informé que moi, en quoi est-ce que vous estimez que justement c'est un mouvement de pensée qui... En fait, dans tous ces mouvements, parce qu'il y a une gradation, une linéarisation, il y a quand même l'idée que la réalité, elle est d'abord le fruit des mots qu'on pose dessus ou des concepts qu'on pose dessus. C'est ce qu'on a surtout avec le structuralisme et le post-structuralisme, mais qu'on a aussi avec la phénoménologie au démarrage. Donc il y a cette idée du caractère premier de la grille de lecture qu'on pose sur la réalité. C'est notamment, on en discutera peut-être plus tard, mais c'est ce qu'on va retrouver qui va induire une nouvelle conception de l'objectivité, par exemple. Dans toute l'épistémologie woke, qui existe aussi dans l'université, on a une autre forme d'objectivité, c'est-à-dire que l'objectivité expérimentale, scientifique classique, est considérée comme étant finalement patriarcale, dominée par les hommes, alors qu'il faut inventer une autre objectivité. Et là, on va créer un concept. Et en fait, l'idée, c'est à chaque fois de créer un concept pour mieux expliquer ce qu'est la réalité. Où ils ont quand même raison, pour revenir sur ce que je disais, où ils ont quand même en partie raison, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que dans le monde dans lequel on vit, les concepts finissent par faire réalité. Il y a un exemple que je donne souvent, c'est le manspreading. Le fait pour les hommes d'écarter les jambes dans les transports en commun. A priori, ce phénomène-là a dû exister bien avant que le mot soit inventé.
Mais dès lors qu'on a inventé ce concept, de mémoire, c'est aux alentours de 2006-2008 que la première fois le mot est posé. On pose le mot et on crée, à partir de ce concept-là, une réalité, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'avant on ne voyait pas forcément, en tout cas on dénonce quelque chose qu'on ne voyait pas avant. On lui donne un caractère politique, puisque le fait d'écarter les jambes n'est plus simplement le fait d'écarter les jambes, mais c'est le fait d'avoir une volonté de domination de l'espace public, c'est ce qui nous est dit par le manspreading, et à partir de là, on crée une nouvelle réalité, on crée un nouveau combat, on politise le quotidien, et on va avoir des municipalités, par exemple la municipalité de Barcelone, un temps la municipalité de Paris, on fait des campagnes contre ce mot, et contre ce concept-là qui existait bien avant. Donc en créant le mot, on crée le problème et on crée la solution. Ils vont utiliser d'ailleurs souvent ça dans le wokisme. Les mots sont très importants pour, comme ils disent, soit rendre visible ce qui est invisible, parce que c'est en ça que c'est une paranoïa saine, c'est qu'en fait, ils sont en capacité de voir des discriminations ou des dominations visibles, mais aussi invisibles. Ils sont capables de voir des dominations et des discriminations que le commun des mortels ne serait pas capable de voir. Et ils utilisent pour ça le langage beaucoup. Et là-dessus, il y a deux exemples qu'on connaît bien. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi la vitesse avec laquelle se propage l'idéologie woke. Notamment, il y a le concept de cisgenre. Le mot cisgenre, il a fallu finalement très peu d'années pour qu'il rentre dans le langage quasiment commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les générations des 20 à 30 ans, presque tout le monde sait ce qu'être un cisgenre. En réalité, cisgenre a été créé simplement pour être une alternative à transgenre, de façon à banaliser transgenre. Et on voit ce phénomène-là de façon très continue. Le planning familial, en 2023, par exemple, pour équilibrer et banaliser la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est quand quelqu'un naît dans un corps auquel il pense ne pas être bien dedans et donc vouloir changer de corps. Le planning familial propose une nouvelle définition qui est l'euphorie de genre. Et l'euphorie de genre, c'est le fait, si à un certain moment de votre vie, vous êtes en accord avec le corps dans lequel vous êtes né, c'est une autre pathologie, l'euphorie de genre. Et là, le planning familial a fait un guide qui distribue et qui est toujours visible sur leur site internet, où on a tout un lexique qui vise justement à créer des nouvelles réalités et à imposer de nouvelles réalités. Et ça, c'est aussi un des grands moyens pour le wokisme d'imposer finalement leur vision et leur grille de lecture. Comment ces mots émergent? C'est-à-dire que tous ces termes, ils émergent du monde universitaire, ils émergent de militants. Enfin, comment est-ce que ces mots prennent autant de place ensuite dans l'espace public, médiatique, etc.? Alors, c'est très, très souvent quand même des termes qui viennent de l'université. Même si aujourd'hui il est très très difficile, en sciences humaines notamment, de faire la différence entre université et activisme. On a des universitaires qui sont à la fois universitaires et activistes. C'est souvent comme ça que ça se passe. Après, on a des mots, par exemple, je parlais du manspreading. Le manspreading, ça a été vraiment développé d'abord par un article sur un blog qui est plutôt lié de communauté activiste et il s'est développé comme ça. La question, par exemple, de la cancel culture, elle est plutôt née dans un contexte d'abord activiste et après elle a été reprise par l'université. Donc on a un peu les deux qui existent, mais il y a souvent, pour que ça fonctionne, il y a souvent l'alliance des deux. Un activisme et une université. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ça le vrai ADN du wokisme. Le wokisme, c'est la rencontre de théories philosophiques qui l'ont précédé, parce que le wokisme n'est pas né en 2020 quand tout le monde a commencé à en parler. C'est pour moi un mouvement qui est assez ancien, qui a plus d'une centaine d'années en fait, qui est dans un grand courant idéologique et à un moment donné il rencontre l'activisme et une certaine forme d'activisme. Et c'est cette rencontre entre un courant philosophique qu'on pourrait appeler le courant de la déconstruction et l'activisme, notamment l'activisme américain, qui fait qu'on arrive à ce moment de cette histoire qui est le wokisme, qui est sans doute qu'un moment,
peut-être qu'il évoluera dans le temps, ce qui ne veut pas dire que même si demain le wokisme disparaît, ça ne veut pas dire que le courant sur lequel il s'appuie disparaîtra, puisque dans l'histoire, il a plusieurs fois muté. Donc aujourd'hui, on a face à ce moment de l'histoire où la rencontre entre ce courant de la déconstruction et l'activisme survitaminé, notamment américain, a produit le wokisme. Qu'est-ce qui vous dérange dans la déconstruction? En quoi est-ce que c'est néfaste? Parce qu'en fait, dans la déconstruction, il y a deux phénomènes. C'est qu'en réalité, à la fois, on déconstruit, donc on enlève les repères et on s'appuie sur... c'est une négation de la culture précédente, et on est dans une logique de table rase qui, pour moi, n'est jamais la bonne. Et en plus, pour voir comment ça évolue, derrière la déconstruction, il y a toujours l'ambition de remplacer le vide et de proposer un autre modèle. Et dans cet autre modèle-là, on a plusieurs risques. Un, d'avoir un modèle qui est extrêmement déstabilisant. C'est un peu le modèle qu'on peut avoir dans les milieux les plus radicaux woke, qui proposent des modèles, par exemple, avec, ça va du xénogenre à toutes ces choses-là qui sont effectivement extrêmement marginales. Donc c'est un modèle de substitution qui, je pense, n'est pas souhaitable. Ou, malheureusement, un modèle qui, par réaction, finit par laisser la place à d'autres courants plus structurés. Et on le voit, par exemple, avec ce qu'on appelle l'islamo-wokisme, où, en fait, on a une partie de l'islam qui a compris qu'elle pouvait s'imposer sur les décombres de la déconstruction, et en imposant un autre modèle, et qui est pour le coup souvent orthogonal avec ce qui était souhaité au début par les mouvements woke. Et donc ça, c'est un autre phénomène qui peut être assez inquiétant. Et puis, dernière chose, c'est qu'on s'aperçoit surtout que quand on regarde l'arbre à ses fruits, tout ce courant de la déconstruction et tout ce courant woke qui vise officiellement à lutter contre les discriminations, à lutter contre le racisme, à lutter contre la misogynie, etc., et bien finalement on s'aperçoit qu'il n'a fait que renforcer ce à quoi il prétendait lutter, ce contre quoi il prétendait lutter. Et donc il y a sans doute une autre voie, et cette autre voie, c'est l'universalisme, c'est les grands courants qui étaient finalement ceux qu'ils ont essayé de déconstruire et qu'ils essaient de déconstruire. Alors comment vous évaluez justement l'évolution de l'influence du wokisme en France depuis ces dernières années? Eh bien en fait, ce qu'il faut d'abord rappeler, je l'ai dit un petit peu, c'est que ça évolue assez rapidement, parce que à l'origine, le wokisme s'appuie sur un courant français. C'est clairement depuis les années 50 qu'on voit fleurir plein de mouvements qui avaient comme objectif la déconstruction, imposer des concepts qui remplacent la réalité. Et ça va arriver jusqu'en 68. Et en 68, très bizarrement, il y a comme ça des petits paradoxes de l'histoire. En 68, le Parti communiste, quand il reprend la main après l'échec de mai 68, va s'attaquer à ce qu'ils appellent les gauchistes, et donc notamment les intellectuels qui ont prôné toutes ces théories de la libération. Et on va retrouver des gens comme Foucault, Derrida, Deleuze, qui vont se retrouver avec une carrière empêchée à l'université française, empêchés par le Parti communiste et par le SNESUP, qui vont finalement leur dire que, notamment leur critique du marxisme, parce que dans le wokisme aussi, et dans ce courant-là, en fait, en gros l'archéologie du wokisme, on a un courant qui est plus porté sur le sociétal que sur le social, et dans les débuts des années 70, le Parti communiste va considérer qu'il faut revenir au social contre le sociétal. Et donc ces intellectuels vont partir aux États-Unis, et aux États-Unis, ils vont avoir un accueil de rockstar. Mais quand je dis rockstar, c'est vraiment un accueil de rockstar. Il faut savoir que Deleuze avait des t-shirts à son effigie, qu'ils étaient invités à faire des premières parties sur des scènes rock de l'époque. Et il y a eu un vrai phénomène French Theory. C'est de là que c'est né. En fait, Ils se sont fait embaucher par les universités américaines? Ils ont été effectivement souvent profs dans les universités américaines, notamment sur le campus de Berkeley, etc. Ils ont fait beaucoup de conférences. La première conférence importante, elle est en 71.
et ils vont à ce moment-là surtout rencontrer toute la scène underground. Ils vont rencontrer les mouvements activistes gays des campus américains. C'est aux États-Unis ce qu'on appelle la fin des Radical 60s et des Savage 70s. Donc c'est le moment où en fait il y a encore toute la mobilisation anti-guerre du Vietnam. C'est le moment où déjà aux États-Unis le basculement s'est fait des questions sociales aux questions sociétales. C'est le début, c'est pas le début, mais c'est le moment, l'apogée des mouvements des Black Panthers. Et donc ces intellectuels français vont arriver aux États-Unis et on va considérer finalement qu'ils apportent un crédit scientifique à un combat politique et militant qui existait déjà sur les campus. Et donc ils vont avoir une très grosse audience. Dès les années 80 en réalité, ils vont commencer à revenir, et notamment, et là c'est quelque chose qui est assez intéressant je trouve, c'est Maurice Godelier. Maurice Godelier, c'était un assistant de Claude Lévi-Strauss. Il était anthropologue et il a été à un moment donné directeur de recherche du CNRS et en charge notamment des programmes scientifiques du CNRS, nommé par Mitterrand en 81. Et à partir de 82-83, il va être le premier à financer des études féministes et à demander à ce que certains des universitaires partis aux États-Unis reviennent pour enseigner le féminisme à la mode américaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2003, au moment où il arrête sa carrière, vous savez, il y a une tradition dans l'université qui fait qu'on écrit des mélanges. Les mélanges, c'est l'ensemble des universitaires qui reviennent sur votre carrière, etc. Et il fait l'introduction de ces mélanges et il dit que son plus grand remords, son plus grand regret, c'est d'avoir financé les études féministes en France. Parce qu'il a vu arriver à ce moment-là des études qui n'avaient plus de caractère scientifique, qui étaient plus militantes que scientifiques, et qui ont imposé des grilles de lecture qui étaient contre l'objectivité, et notamment une forme de communautarisme scientifique qu'on va voir se développer après. En gros, il explique que dans ces études-là, seules les femmes peuvent parler des femmes, seules les femmes noires peuvent parler des femmes noires, ce qui est pour lui l'antithèse même de ce qu'est la science et l'objectivité en science. Ça, il l'écrit dès 2003. Donc ça veut bien dire que c'était déjà le prémisse de ce qu'on dit aujourd'hui, mais en fait dès 2003, le principal architecte du retour de ces idées en France comprend qu'il a fait une erreur. Et donc depuis, effectivement, dans l'université notamment, c'est sans doute l'université où il y a le plus de wokisme, on a une vraie déferlante, parce que depuis ces années-là, certaines disciplines, notamment dans les sciences humaines, ont été totalement phagocytées. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir que l'université a un recrutement endogène, c'est-à-dire que vous avez les professeurs qui recrutent leurs thésards, les thésards, c'est eux qui choisissent quel thésard va recevoir une bourse, comment cette thèse va être après qualifiée pour devenir à son tour maître de conférence, etc. Et en 20 ans, quand vous mettez en place ce système-là, petit à petit, il fait tache d'huile. Vous avez mis au milieu d'universitaires souvent très éloignés des questions de pouvoir, des gens qui venaient d'un milieu militant. Et ils ont pris le pouvoir assez facilement dans ces sciences humaines. Et aujourd'hui, dans les sciences humaines, c'est quasiment impossible de ne pas évoquer les questions d'intersectionnalité dans n'importe quels travaux que vous mettez en place. Et ça commence à aussi se développer dans les sciences dures, puisqu'on a de plus en plus de pression là aussi, qui viennent justement grâce à l'interdisciplinarité, et donc on a une évolution. Donc on voit cette première évolution dans l'université qui s'est traduite après par le développement de l'écriture inclusive, par le développement dans l'université des cours, pas des cours, mais des ateliers en non-mixité. En général, ils ne sont pas dans les cours, mais il y en a de plus en plus de mouvements qui proposent des choses en non-mixité. Ça a été la cancel culture qui s'est développée à l'université de façon très importante, avec des conférences interdites, avec des professeurs interdits de parler, parce que justement, ils abordaient des questions qui étaient jugées problématiques, selon le grand mot qu'on utilise très souvent. Et puis, ça allait depuis quelques mois maintenant, avec une montée de l'antisémitisme, qui est un nouvel antisémitisme nourri pour beaucoup par justement les théories décoloniales et postcoloniales, faisant du juif, comme dit par exemple Roya Bouchaya, le super blanc,
le supercolonisateur, et à partir de ça, effectivement, on a une volonté de contester leur domination, et c'est quelque chose qui, malheureusement, là on voit comment concrètement ça finit. Concrètement, ça finit par des mouvements de plus en plus violents sur les universités, que ce soit d'ailleurs dans les grandes écoles comme Sciences Po, le HESS, etc., ou des petites universités de province. La France est en mauvais état. Les sciences humaines sont en mauvais état, l'université est, entre guillemets, la fabrique de nos élites est en mauvais état, parce qu'effectivement, ça fait 20 ans qu'on a fait semblant de ne pas voir ce que, par exemple, Maurice Godelier voyait depuis 2003. Et donc, cette évolution-là fait que, oui, on a aujourd'hui un vrai problème. Alors, malheureusement ou heureusement, on n'est pas les seuls. Beaucoup de pays occidentaux sont comme nous. Les États-Unis ont été sans doute précurseurs de cette évolution-là et sont allés encore plus vite et plus loin que nous dans cette radicalisation, notamment des campus. Mais on retrouve la même chose en Italie, on retrouve la même chose en Espagne. L'Espagne a été extrêmement loin dans ces débats-là. On retrouve ça aussi en Allemagne ou en Angleterre. Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets à nous donner, pêle-mêle, et je ne sais pas, vous choisissez, mais par exemple sur l'entrisme du wokisme dans les sciences dures, sur le lien entre wokisme et antisémitisme, sur la façon dont ça se manifeste dans les universités, pour que réellement les gens qui nous écoutent, et que ce soit plus concret pour eux. Alors, sur les sciences dures, par exemple, il y a deux choses. Il y a la remise en cause de l'objectivité. Et là, on a un courant qui est notamment porté par une épistémologue qui s'appelle Sandra Harding, qui va créer le concept d'objectivité forte. Pour elle, l'objectivité telle qu'on la conçoit, l'objectivité expérimentale, c'est un moyen d'imposer une vision hétéronormée patriarcale. Et donc, elle va développer une autre forme d'objectivité forte qui consiste à dire que la science doit être d'abord, et le d'abord est très important, antisexiste, démocratique et militer pour la lutte contre les discriminations. Ce qui veut dire que le critère de vérité est secondaire par rapport au critère à l'objectif qu'on porte sur la science. Ce qui va amener, par exemple, l'objectivité forte à considérer que seules les personnes qui vivent une discrimination peuvent écrire sur ce sujet-là. Ce qu'on retrouvera effectivement après dans la non-mixité, etc. Seule la personne concernée, est compétente et est objective. Elle va même plus loin, seule la personne engagée dans le combat contre la discrimination est réellement objective. Et donc, on a un double renversement qui va être problématique pour les sciences dures dans cette épistémologie-là et cette version de l'objectivité. Seuls les militants sont objectifs et et l'objectif de la science n'est pas de décrire le réel, mais de changer le réel. Et donc, à partir de ça, on va avoir une pression, y compris sur les sciences dures, où effectivement, sur les sciences dures, on va beaucoup attaquer la biologie. Un professeur de Lyon, dont je viens de perdre le nom, mais a une formule, je trouve, assez intéressante, qui dit « la biologie nous biaise ». Et donc, l'idée, c'est de contester toute l'anatomie et la biologie. On va avoir des choses plus factuelles, mais qui posent problème. Par exemple, on a de plus en plus de revues qui demandent à ce qu'il y ait une parité dans les bibliographies. Ça veut dire que sur tous les sujets, faire en sorte qu'il y ait parité d'hommes et de femmes dans les bibliographies, ce qui dans certains sujets est là aussi très clairement compliqué. Et surtout, ce n'est pas la vérité scientifique. Et c'est aussi le problème qu'on a avec cette vision démocratique, entre guillemets, de la science. La science n'est pas démocratique. Galilée avait raison seul contre tous. On n'est pas dans un débat où l'objectif, c'est un objectif politique de rassembler le plus largement de monde. Tout le monde n'est pas compétent. Et malheureusement, c'est cette vision-là de la science qui existe de plus en plus et qui va jusqu'à effectivement développer, par exemple, de plus en plus pour le CNRS, il y a de la science participative, démocratique, etc. Tout ça, c'est porté par une volonté, effectivement, de s'appuyer sur une conception qui serait moins élitiste de la science. Donc ça, c'est un des moyens de nuire, entre guillemets, à l'objectivité expérimentale telle qu'on la concevait avant. La deuxième question, c'était sur...
C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de donner des exemples sur tout, mais c'était oui, voilà, je voulais juste quelques exemples concrets pour que et après, les gens c'était comprennent. vous aviez autre chose. Bon, C'est pas grave. Moi, j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que ce sujet, il vous tient tant à cœur et qu'est-ce qui vous a mené à réfléchir à ces sujets-là, voilà, des radicalités dans votre parcours personnel? Comment vous en êtes arrivé là? Alors, donc c'est parti justement de la théorie du genre, par hasard complètement. En 2013, pour une raison d'ailleurs que j'ignore toujours, je reçois un courrier de Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale, m'invitant à participer à un groupe de travail sur l'éducation à la sexualité. Je vais dans ce groupe de travail de façon aussi, effectivement, ça faisait quelques années que je ne participais plus à des groupes de travail du ministère. Et là, je découvre une assemblée qui veut me rassurer en disant « vous inquiétez pas, on parle de l'éducation à la sexualité maternelle, mais on ne va pas apprendre la procréation ou ces choses-là à des jeunes. On va leur apprendre à déconstruire les stéréotypes de genre ». Et alors moi, là, à ce moment-là, je découvre ce que c'est, donc je leur demande un peu plus de précision. Et c'est à ce moment-là qu'elle me donne une liste de références et que je découvre Judith Butler, Éric Fassin, que je découvre Elsa Dorlin. Et cette révélation-là, pour moi, est assez forte quand même, parce que notamment quand on commence par Troubles dans le genre de Judith Butler, ça met un petit choc, et notamment cette volonté de subvertir le genre, je vais le découvrir assez rapidement. Et c'est ce qui va m'amener à créer l'Observatoire de la théorie du genre. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est 2013, il y a une vraie... Il commence à y avoir déjà, on ne s'en rappelle pas, mais beaucoup de polémiques. Il y a une députée socialiste, Sandrine Mastier, qui veut supprimer le mot maternelle parce que c'est trop genré et remplacer par école de la première... école première. On a Barbara Pompili, qui à l'époque est encore députée écologiste, qui veut justement, qui dépose un amendement pour défendre l'identité de genre à l'école. Et donc nous, on dépose un amendement contraire en disant juste, dans ce cas-là, on veut défendre l'identité sexuelle, et elle nous explique que non, ce n'est pas la même chose. À ce moment-là, on se dit, alors, expliquez-nous, parce que vous nous avez dit que c'était la même chose, et là, elle refuse qu'on remplace l'identité de genre par identité sexuelle à l'école. Et donc c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'il y a un sous-texte très important, très idéologique, et qu'on lance l'Observatoire de la théorie du genre. Donc c'est ça qui m'a amené là-dessus. Et après, petit à petit, je me suis aperçu, en suivant les concepts, entre guillemets, et en suivant ces intellectuels-là, qui passaient souvent d'un champ à l'autre assez facilement. Et que ce soit Elsa Dorlin ou Éric Fassin, vous les retrouvez sur les questions de genre, vous les retrouvez sur les questions du décolonialisme, certains vont aller même jusqu'à l'antispécisme après. Et donc, en suivant ces intellectuels, j'ai découvert un univers qui est finalement où les gens sont assez peu nombreux, mais ils sont extrêmement prolifiques et ils ont des audiences qui finalement s'élargissent au fur et à mesure parce qu'ils sont capables d'appuyer sur des sujets de société en amenant une grille de lecture originale, souvent extrêmement provocante, mais c'est ce qui aujourd'hui fonctionne. Et dans l'université aussi, malheureusement, c'est ce que moi j'appelle le biais militant. Pendant très longtemps, pour qu'une idée, un concept universitaire voit le jour, il fallait qu'il soit publié, commenté d'abord entre pairs. Aujourd'hui, il suffit qu'un universitaire un peu militant sorte le concept est immédiatement popularisé par les militants, sans passer par la médiation des pairs. Et en fait, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la radicalité prime à l'université sur le consensus, puisqu'en fait, on a plus de chances, et c'est le cas de beaucoup d'universitaires. Françoise Vergès, par exemple, publie depuis des années beaucoup plus dans des maisons d'édition militantes que dans des maisons d'édition universitaires, parce que ce n'est pas du tout la même audience. Dans les maisons d'édition universitaires, quand vous faites 200 ventes, vous êtes extrêmement content. Dès que vous pouvez aller dans les sphères militantes, vous avez une audience plus importante et aussi des débouchés commerciaux plus importants. Donc il y a eu ce décalage petit à petit qui a aussi encouragé la radicalisation de ce champ universitaire. Sur votre site internet, vous avez créé un index des entreprises woke. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, parce qu'une des choses qu'on connaît moins en France, c'est qu'on s'est aperçu que pour les Français, le wokisme, c'était
un truc d'étudiant, un truc d'intellectuel, et que finalement, ça concernait pas leur vie quotidienne. Et on a voulu montrer que un des vecteurs principaux du développement du wokisme, il y a effectivement l'université, mais il y en a deux autres importants, l'entreprise et la fiction. Et l'entreprise, c'est souvent l'endroit qui était le plus difficile à comprendre, parce que dans l'imaginaire français, l'entreprise, c'est capitaliste, c'est pas des lieux où les guerres idéologiques se mènent. Et effectivement, on a essayé de mesurer, alors avec des critères qui sont basés exclusivement d'ailleurs sur les rapports d'activité des entreprises et sur les chartes qu'elles signent, essayer de voir comment petit à petit elles se retrouvaient influencées. Alors, à leur corps défendant ou pas, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a plein de moyens d'arriver à développer des politiques woke dans les entreprises, mais on s'est aperçu effectivement que c'était un vrai moteur et qu'il fallait le faire comprendre pour que les gens fassent un peu plus attention à ce qui se passait dans les entreprises. Donc on a créé cet index. Aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises qui sont analysées. On en aura une centaine d'ici quelques mois de plus, et même beaucoup plus, puisque là, on est en train de refaire le site internet et on va essayer de s'appuyer aussi sur des entreprises américaines, etc. Donc avoir une vraie base de données qui permettra d'aller regarder dans leurs documents officiels les politiques, notamment de diversité, mais les politiques aussi de formation qu'ils mettent en place et comment elles peuvent être inspirées par des mouvements woke. Comment le wokisme s'introduit dans le monde de l'entreprise? Par quel biais? Il y a ces formations, comme vous dites, si vous pouvez un peu nous en parler, et puis s'il y a d'autres moyens. Oui, alors en fait, la première chose à avoir en tête, c'est que les entreprises, pour une grande partie, je pense, elles se sont laissées entraîner dans des politiques woke. Pour beaucoup, elles ont cru, de façon un peu... elles ont cru deux choses. La première chose, c'est que finalement, ça coûtait pas cher de mener ce genre de politique et que ça pouvait donner des gages aux mouvements activistes et donc faire passer le reste de leur politique. En gros, c'est un peu du woke-washing et on montrait patte blanche sur la diversité, l'inclusion, sur certains grands critères écologiques, etc., histoire de faire oublier le reste. Elles ont pensé aussi, pour certaines, que c'était le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'elles y aillent, et ça, on l'a beaucoup retrouvé. Il fallait aller dans ce sens-là, donc suivre ce que leur demandaient en interne des activistes ou des nouveaux salariés, puisque ça a été beaucoup porté par les jeunes générations, et donc il fallait y aller. Et donc, c'est ces deux phénomènes-là qui font que beaucoup d'entreprises ont commencé à développer des politiques qu'on peut qualifier de woke sans s'en rendre compte réellement. C'est-à-dire qu'elles ont simplement cru que c'était le sens de l'histoire, qu'elles n'y investissaient pas trop. Et d'ailleurs, très souvent, ça s'est fait de façon discrète, entre guillemets, c'est-à-dire que même les directions générales n'étaient pas toujours au courant de ce que faisait leur direction RSE ou leur direction RH. Et donc, sans savoir qu'elles avaient mis en place des critères. Nous, on a vu pas mal d'entreprises qui nous ont dit mais vous dites qu'on est woke, mais on n'a jamais fait le truc. Et quand on leur montre dans leur même propre rapport d'activité les mesures qu'elles prennent, elles ont été elles-mêmes... Par exemple, quel type de mesures, de façon très concrète? Quel type de mesures? Par exemple, on a de plus en plus de formations à la déconstruction des biens inconscients. On a des entreprises qui signent des chartes de la diversité qui sont à la limite des quotas. Par exemple, Carrefour, le PDG de Carrefour regrette qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques en France, parce qu'autrement, ça lui permettrait de mettre des quotas ethniques dans ses recrutements. Le groupe Renault explique qu'il a mis dans d'autres pays qu'il a 40% de ses salariés qu'il a mis un quota pour avoir au moins 40% de ses salariés qui ne soient pas de nationalité française. On a des formations qui se développent et des chartes qui se développent, et donc il y a eu une grande logique de
de labellisation, vous avez un mouvement anglo-saxon qui s'appelle Race at Work, qui milite pour justement qu'il y ait des quotas ethniques, qu'il y ait des statistiques ethniques dans les entreprises. Et ça, ce label-là, il est signé par un peu plus de 300 entreprises, dont certaines françaises, alors que normalement, elles ne devraient pas signer ce genre de choses. Après, vous avez par exemple Sephora qui est allé jusqu'à signer le 15% pledge. C'était juste après le mouvement Black Lives Matter, qui fait qu'elle s'engageait à ce que 15% des produits vendus dans ces rayons soient produits par des entreprises appartenant à des Noirs américains. Et ça, c'est pas des choses qu'on invente, c'est tout revendiqué dans leurs documents sociaux. Et donc on a comme ça pas mal de choses. Vous avez là depuis quelque temps la charte de la diversité. La charte de la diversité, c'est une formation comme beaucoup ont vu sur la charte du climat, la fresque de la diversité, où c'est des formations qui ont été d'ailleurs réalisées par l'ESSEC pour les entreprises, pour apprendre aux employés à être plus inclusifs, à prendre conscience que dans leur réseau, il manque de diversité, que c'est trop blanc, etc., etc. Ces formations-là, ça peut aller très loin, puisque Adidas, par exemple, une des filiales d'Adidas, c'est le groupe Reebok. Le groupe Reebok finance des études sur le racisme systémique. Donc on a des entreprises qui, pour faire plaisir à certains militants, vont aller jusqu'à financer des études woke. On a des entreprises qui comme Ubisoft, qui met en place à la fois des toilettes non genrées dans ses entreprises, mais qui a embauché ce qu'on appelle des sensitive readers pour revoir tous leurs jeux vidéo, de façon à ce que dans leurs jeux vidéo, on ait des personnages non binaires et que ça puisse plaire à toutes les communautés. Eux, ils vont même jusqu'à créer des groupes dans l'entreprise en fonction de l'ethnie et de l'orientation sexuelle. Donc on a le développement d'un communautarisme assez important qui peut avoir lieu dans certaines entreprises. Très souvent d'ailleurs, je le disais, sans que les directions s'en rendent forcément totalement compte. Si le travail que nous produisons sur Feminist vous plaît, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail. Vous pouvez aussi nous faire un don, toutes les infos sont sous la vidéo. Merci. Est-ce que vous avez en tête certaines grosses entreprises françaises qui dispensent des formations, donc ce qu'on appelle diversité, équité, inclusion, DEI en France, et quels organismes en fait sont à l'origine de ça en France? Alors ça, il y en a aujourd'hui. Presque toutes les grandes entreprises ont à un moment une formation DIE. Alors, les produits... Mais en fait, là aussi, tout dépend, parce qu'il y a certaines formations de diversité. En gros, quand c'est simplement sur la lutte contre les discriminations, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Par contre, effectivement, il y a des entreprises ou des mouvements qui vont beaucoup plus loin. Alors, on parle souvent de Caroline de Haas et de son mouvement EGAE. EGAE, par exemple, elle a un contrat avec, c'est assez marrant, avec le Conseil d'État. 110 000 € de mémoire, je crois que c'était Pierre Valentin qui citait ce chiffre-là dans son livre. Ce qui est intéressant, pour avoir eu des retours, c'est qu'on avait... et c'est là que ça donne un peu une ambiance du climat. Personne n'ose contester ce genre de formation de peur justement d'être mis de côté. Il y a eu une formation au Conseil d'État avec une jeune étudiante juriste, membre de l'association EGAE, qui a fait une demi-journée de formation au droit à des membres du Conseil d'État. Et il n'y a eu qu'une seule personne qui, au bout de 2 heures, lui a dit « Vous savez, on est membre du Conseil d'État, le droit, c'est notre métier, donc votre formation, on peut peut-être accélérer. » Et en fait, il y a eu une seule personne qui a osé lui dire que ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient et qu'ils n'avaient pas besoin de ce genre de formation-là. Mais malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'autres entreprises. Et là-dessus, effectivement, il y a une vraie différence entre ceux qui simplement
sont là pour trouver des moyens de lutter contre les discriminations quand elles existent, et puis les formations qui visent à faire croire que toute la société, la manière dont l'entreprise est organisée est par définition raciste, sexiste ou anti-LGBT. Et donc c'est toujours la même chose. Dès lors que les formations qu'on propose, elles visent à essentialiser une catégorie comme victime et une catégorie comme les bourreaux, sans prendre en compte les actes, on est dans du wokisme. Et malheureusement, il y a certaines formations qui sont de plus en plus dans cette direction-là. Et Gaë l'a fait très souvent. On a eu le cas, je crois que c'était le journal Le Monde qui avait fait une formation, et puis ce qui avait finalement, pas une formation, un audit fait par Gaë sur la question du harcèlement sexuel, et finalement ça avait abouti à des condamnations qui se sont trouvées fallacieuses à la fin. Donc on a effectivement un risque, quand on essentialise, quand on est dans une démarche trop militante, de créer plus de problèmes au sein de l'entreprise que finalement de solutionner et d'instaurer un climat qui soit favorable justement à l'épanouissement de chacun. Et malheureusement, souvent, quand on commence à vouloir déconstruire les biais, etc., il y a une logique quand même qui est à la fois culpabilisante, très forte, et puis aussi souvent revancharde, puisque on a Ibrahim Kendi, par exemple, qui explique que les discriminations, le seul moyen de lutter contre les discriminations passées, c'est d'imposer des discriminations présentes ou futures. Et donc on a beaucoup ça, puisque on retrouve dans beaucoup de secteurs l'idée qu'il faut compenser les discriminations de l'histoire par de la discrimination positive aujourd'hui, ou par des politiques qui visent à mieux rémunérer ou à mieux mettre en valeur certaines communautés. Et ça, effectivement, ça crée des tensions qui sont de plus en plus importantes. C'est le premier problème. Le second problème, c'est que petit à petit, ça fait oublier l'objectif même d'une entreprise, qui est de satisfaire correctement ses clients, d'avoir des produits de qualité et d'avoir au poste les meilleures compétences possibles. Et quand le critère de la compétence passe au second plan par rapport au critère justement de l'identité ou tout autre critère de domination, eh bien, il y a un risque effectivement de perte en qualité et quelquefois de pertes qui peuvent être dangereuses. Alors justement, il paraît qu'il y aurait un recul du wokisme en entreprise aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler et voilà, quelles sont les marques qui font marche arrière et pourquoi? Alors, il y a effectivement un vrai mouvement de recul aujourd'hui aux États-Unis qui s'est enclenché avant même l'élection de Donald Trump, mais qui a été effectivement qui est en train de s'accélérer. À l'origine, ça a été essentiellement des entreprises qui avaient des clientèles plutôt conservatrices qui ont compris qu'elles n'avaient pas intérêt à suivre ces logiques-là. Il y a eu quelques exemples, hein. Budweiser, qui a perdu parce qu'ils avaient décidé de prendre comme égérie un militant trans. Ils ont eu une grosse campagne militante de militants anti-woke, et à cause de ça, ils ont perdu 5 milliards de valeur de capitalisation boursière en quelques jours. C'est l'exemple qui est souvent donné parce qu'effectivement, ça a fait réfléchir fortement les équipes de Budweiser qui, il y a quelques semaines, ont fait une nouvelle publicité où cette fois-ci, ils s'en prennent au woke. Donc on a un renversement à 180 degrés de leur position. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces événements-là ont montré quelque chose qui était aussi quelque chose auquel n'avaient pas pensé les entreprises. Elles pensaient qu'effectivement le mouvement woke était un mouvement linéaire, et ils se sont aperçus qu'en fait, il pouvait y avoir une réaction opposée, et que du coup, ils se retrouvaient maintenant pris entre deux feux. Dès lors qu'ils sont pris entre deux feux, ils sont obligés de se poser la question de est-ce que la chandelle en vaut le coup ? Et petit à petit, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent finalement, si on a un risque de perdre des clients pour mener une politique woke et faire plaisir à quelques militants, on reconsidère un peu notre position. D'autant plus que l'histoire a montré qu'on ne satisfait jamais totalement
un public woke. C'est l'exemple que je donne souvent, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, l'Académie des Oscars avait été prise à partie, considérant que les films oscarisés étaient trop blancs, trop hétéronormés, etc., etc. Ils ont fait, pendant un an, ils ont réuni toutes les associations pour rédiger une nouvelle charte de la diversité des Oscars. Et désormais, l'Oscar du meilleur film, il faut que les diversités soient représentées, y compris dans les modes de financement, y compris dans les stagiaires. Ça va très très loin. Sauf que dès qu'ils ont publié ça, ils n'ont pas eu des applaudissements des mouvements activistes. Il y a d'autres mouvements activistes qui se sont montés et notamment qui ont dénoncé le concept du colorisme en disant vous représentez par exemple les blacks à l'écran, sauf que vous représentez qu'une seule teinte de carnation et qu'il faut mieux représenter tous les degrés de carnation des peaux noires. Et donc, en fait, on s'aperçoit, et ça, c'est aussi quelque chose qu'a compris certaines entreprises, c'est que dès lors qu'on commence à entrer dans cette volonté d'identifier, c'est une volonté qui est infinie. On ne satisfait jamais totalement la volonté d'identification woke qui va jusqu'au plus petit dénominateur pas commun, justement, qui vous permet de vous différencier. Et donc, les entreprises ont compris ça et petit à petit, elles commencent à se poser la question. Alors, quelles sont les entreprises? Au début, donc, c'était surtout des entreprises comme Harley-Davidson, Budweiser, et puis maintenant, on a les entreprises de la tech, Meta, Google vient d'annoncer il y a 2 jours qu'ils remettaient en cause leur politique DEI. C'est des entreprises comme Disney. Disney qui a été très longtemps l'un des fers de lance de la politique woke, mais qui, elle aussi, s'est aperçue qu'en 2019, elle faisait partie des 3 entreprises les plus aimées aux États-Unis. En 2023, elle était 77e sur 100 des entreprises les plus détestées. Et elle a perdu aussi beaucoup de valeurs boursières. Et donc Bob Iger, qui était l'un des personnalités très importantes de Disney, qui avait été celui qui avait poussé à la politique d'ouverture à la diversité et qui avait incité beaucoup au recrutement de personnes woke dans l'entreprise, a fait son mea culpa lui aussi en 2023, en novembre 2023, dans une réunion. Il dit que malheureusement, les créatifs ont perdu d'objectif le principal qui est de raconter des histoires avant d'envoyer des messages. Et il demande aujourd'hui à ce qu'on se recentre sur les histoires. C'est très compliqué. Netflix aussi a eu ce virage-là il y a 2 ans, où ils étaient très woke et ils commencent à faire un petit recul, mais ce n'est pas aussi spontané que ça. Parce qu'en fait, même s'il y a une volonté des directions de changer ça, le recrutement des jeunes créatifs se fait à partir d'une population qui a été, entre guillemets, wokisée à l'université. Et donc, c'est très difficile de trouver des créatifs qui ne sont pas dans ces réflexes woke et qui perdent quelquefois de vue la simplicité des messages et la simplicité des histoires à raconter. Donc on a ce développement-là. Aujourd'hui, chaque jour, il y a des grosses entreprises. Il y a eu Boeing qui vient de renoncer. Il y a Walmart qui est le premier distributeur américain. Il y a McDonald's qui vient d'annoncer aussi qu'elle remettait en partie en cause certaines de ses politiques DEI. Et puis peut-être celle qui est le plus important, c'est BlackRock, puisque BlackRock, c'est un très très grand fonds de pension, puisque de mémoire, je crois que c'est 10 000 milliards de dollars, un peu plus que ça même, un tout petit peu en dessous de 10 000 milliards de dollars de fonds de pension. En 2018, BlackRock, c'était ceux qui avaient poussé les entreprises dans lesquelles ils investissaient à s'intéresser aux critères de DIE, aux critères green, etc., etc. Il y avait déjà eu un premier avertissement en 2023, et là, le PDG de BlackRock vient de redire que la priorité, c'était de se concentrer sur le cœur de son business et d'oublier notamment toutes les politiques qui finalement entravaient la croissance, et donc les politiques DIE, les politiques de net zéro, etc., etc.
Parce que le secteur bancaire est quand même hyper touché aussi par le wokisme. Le secteur bancaire est sans doute, en tout cas, nous, dans les analyses qu'on a fait des secteurs bancaires, elles sont presque toutes classées en rouge. Les banques françaises, par exemple, comme les banques, mais souvent parce que justement, c'est un des endroits où il y avait une très forte pression militante. Alors, beaucoup sur les questions parce qu'on se dirait que les gens de la finance sont pas woke. Enfin, comme ça, on se dirait pas. Aussi parce qu'ils viennent, pour le coup, il y a un phénomène qui est sociologique. Hein. Ils viennent essentiellement des grandes écoles et des universités. Donc, on a un taux de diplômés qui est bien plus élevé dans ces secteurs qu'ailleurs, notamment, et que voilà, ce qu'on a montré au début avec l'emprise du milieu woke sur la formation fait qu'il y a eu ce premier phénomène-là. Et puis après, ils ont été aussi beaucoup mis en pression par des mouvements activistes, leur disant que c'était eux qui pouvaient financer. Donc on a ça, on a le secteur de l'assurance aussi, qui a été beaucoup attaqué par les mouvements activistes et qui ont cru, en lâchant ça, pouvoir finalement gagner du temps sur le reste de leurs activités. BlackRock est le premier à vraiment faire ce basculement-là. Vu qu'il pèse très lourd, peut-être que ça va enclencher quelque chose d'autre, mais c'est pas aussi évident que tout se fasse de façon aussi automatique. Est-ce qu'il y a des marques en France qui ont officiellement reculé, voilà, qui aujourd'hui se révèlent anti-woke, ou on n'en est pas encore là? On en est où? Non, on n'en est pas encore là. Il y a eu quelques entreprises qui ont pris conscience que c'était pas aussi simple que ça. Il y a 2 exemples qui me viennent comme ça, c'est Evian. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, le community manager d'Evian fait un tweet, comme il le fait chaque jour, invitant à boire de l'eau, sauf que c'était le premier jour du Ramadan et il a quelques activistes sur les réseaux sociaux qui lui reprochent et qui jugent que c'est une provocation d'avoir appelé à boire de l'eau le jour du Ramadan. Il va tout de suite se sentir extrêmement peiné d'avoir fait de la peine à ces gens-là, donc il va s'excuser, et il va s'excuser sur les réseaux sociaux. Là, le torrent, c'est un effet stressant de puissance 10, le nombre de personnes qui lui reprochent de s'être excusé, qui reprochent à la marque Evian de s'être excusée, est bien plus important que ceux qui pensaient que c'était scandaleux d'avoir invité à boire de l'eau pendant le Ramadan. Et donc à ce moment-là, et ça va assez loin, puisque même des membres du gouvernement attaquent Evian, etc. Donc là, on a un vrai phénomène de retour de bâton très important. Ça a été aussi un peu, dans une certaine mesure, la même chose avec L'Oréal, au moment où elle a annoncé qu'elle allait supprimer le mot blanchiment de certains de ses produits de beauté. Il y a eu à l'époque aussi un vrai mouvement de contestation qui a été beaucoup plus fort. Le dernier moment, c'était Sephora en 2020. Sephora va lancer, en plus la date est habilement choisie, le 11 septembre 2020, Sephora lance une campagne avec les hijabeuses, de promotion avec les hijabeuses. Et là, l'accueil de cette campagne-là, elle est catastrophique pour la marque. Il y a une société qui s'appelle VisiBrain qui mesure l'audience sur les réseaux sociaux, va montrer que les mentions de la marque vont exploser, mais que plus de 75% des mentions de la marque sont négatives. Et que la marque, à ce moment-là, en faisant ça, a fait une provocation qui lui nuit en termes d'image. Et donc ça, effectivement, on a des cas comme ça, mais ça ne les a pas amenés quand même à remettre en cause totalement leur positionnement. Ce qui est intéressant quand même dans l'entreprise, il y a un sondage Harris pour Havas en 2023 qui montre que les concepts woke dans l'entreprise ont progressé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de salariés qui savent ce qu'est l'écriture inclusive, la cancel culture, l'appropriation culturelle, etc., etc. Mais dans le même temps que la notoriété augmente, l'adhésion diminue. Ça, c'est très intéressant parce que là aussi, ça montre aux entreprises qu'il n'y a pas de sens de l'histoire et que notamment sur l'écriture inclusive, plus les gens connaissent ce que c'est, moins ils adhèrent à l'écriture inclusive. Et donc, on a peut-être un petit espoir, même si pour l'instant, il ne s'est pas encore concrétisé. Est-ce que les marques vous sollicitent ?
Non, les marques aimeraient bien qu'on les oublie pour l'instant, mais on a des salariés ou des entreprises qui commencent. Je fais bientôt là une formation, en tout cas un exposé devant des chefs d'entreprise en province. Ça m'est arrivé de rencontrer des cadres, notamment de banques, secteur de la défense. J'ai fait plusieurs réunions avec des cadres qui eux-mêmes venaient justement me montrer ce qui se passait, parce que ça crée beaucoup de tensions en interne. Donc, quand ils subissent des formations où ils ont l'impression qu'on les culpabilise, qu'ils ne voient pas pourquoi ils perdent une journée de travail pour faire des formations où on leur explique qu'ils sont totalement vecteurs de biais racistes, etc., alors qu'eux n'ont jamais eu un comportement raciste, ils le vivent assez mal. Et ça, d'ailleurs, c'est une grande tendance qu'on retrouve aujourd'hui dans nos sociétés, et c'est notamment dans certaines personnes qui viennent de la gauche, qui du jour au lendemain s'aperçoivent qu'elles se pensaient progressistes, mais qu'en face, on leur dit que non, ils sont des fascistes. Et ça, dans les entreprises, c'est encore plus compliqué, parce que dans le milieu médiatique ou dans le milieu militant, on a un peu l'habitude de ces joutes verbales. Mais quand dans une entreprise, quelqu'un qui n'a jamais milité, qui ne se sent pas engagé, on lui explique qu'il est raciste alors que lui, il n'a jamais eu de comportement raciste, ça peut être une vraie violence. Et effectivement, on a des salariés qui nous interpellent là-dessus en se demandant comment il faut réagir à ça. Qu'est-ce que vous pensez de Wikipédia? On a vu de plus en plus, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, sur Twitter, le réseau social X, Ouais. les gens commencent à parler de Wokipédia. Alors, c'est très, depuis l'origine quasiment. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, Wikipédia, il y a un biais militant d'abord. Tout simplement dans la manière dont ça fonctionne. Le fait qu'il faut passer du temps pour écrire et corriger, et qu'au fur et à mesure, plus on écrit de notes, plus on fait de corrections, plus on monte dans la hiérarchie. Juste ça, c'est une prime pour les militants. Parce qu'en réalité, le commun des mortels, il ne passe pas des journées à écrire des fiches sur tous les sujets. Et donc, quand on est militant, effectivement, on peut avoir justement d'autres envies en faisant ça, et notamment une visée idéologique. Et donc, petit à petit, ce filtre-là s'est mis en marche, et on sait qu'aujourd'hui, la communauté des rédacteurs de Wikipédia est plutôt très engagée et très militante. Quand on regarde après militante à gauche et à droite, on s'aperçoit qu'en plus, il y a un autre filtre, c'est que quand quelqu'un est considéré comme de droite, il est très souvent mis de côté, voire exclu. On a quelques cas français récents où on a quelqu'un qui, parce qu'il a écrit dans Marianne, alors qu'il était l'un des, je crois qu'il était dans les 100 premiers rédacteurs de Wikipédia France, son compte a été banni après avoir publié un article où il expliquait justement ses problèmes dans Wikipédia. Il y avait une autre équipe, dont des gens qui étaient aussi très influents sur Wikipédia, qui ont eu le malheur de rejoindre Éric Zemmour, et quand ça s'est su, ils ont tous été bannis. Donc on a un filtre idéologique aussi, en plus de ce filtre sociologique. C'est pas nouveau parce que dès la création, Wikipédia a été créé par deux fondateurs, et dès l'origine, celui qui était le directeur va démissionner très vite, au bout d'un an, parce qu'il va considérer que la méthode qui est retenue nuit à la crédibilité de l'information qui est donnée, parce qu'il n'y a plus du tout d'expertise. On revient un peu sur ce qu'on a dit, c'est que c'est une forme de démocratie, c'est-à-dire que on juge au nombre de la pertinence, et on va choisir des sources qui sont de plus en plus militantes. Et c'est le deuxième biais qui explique la wokisation de Wikipédia, c'est que il faut, quand on fait une modification, avoir des sources jugées crédibles, sauf que ces sources jugées crédibles, elles sont restreintes. Et là, on a un phénomène. Par exemple, Le Monde est considéré comme une source crédible, Mediapart, Libération, alors que Valeurs Actuelles ne l'est pas, que CNews ne l'est pas non plus. Et c'est en plus dangereux, parce qu'on a des médias qui sont des sources qui étaient déjà très marquées idéologiquement, et puis on en a d'autres. Le Monde est l'exemple type. Le Monde était
considéré longtemps comme un journal de référence, aujourd'hui, il a une évolution extrêmement engagée. Tellement engagée que Mathieu Pigasse, qui est l'un des actionnaires, vient de dire qu'il souhaitait que tous les journaux dans lesquels il a mis des moyens s'engagent dans une bataille progressiste contre l'extrême droite. Donc on est vraiment dans une idée d'avoir une presse engagée, mobilisée. Quand cette presse est engagée, devient la source de Wikipédia, eh ben déjà, on a un premier filtre qui est dangereux parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on a une information qui est filtrée et qui est biaisée. Et c'est d'autant plus dangereux, Wikipédia, qu'aujourd'hui, elle a un tel impact sur la fabrique de l'information. De nombreux journalistes se réfèrent à Wikipédia, quelquefois sans vérifier d'autres sources que Wikipédia. Et surtout, aujourd'hui, les IA, la majorité des IA se basent sur Wikipédia. Et donc là, c'est encore plus grave parce que très souvent, elles vont nous donner des informations sans même nous dire qu'elles se sont basées sur Wikipédia, donc on ne peut même plus vérifier quelle est la source. Donc quand on additionne les filtres des sources qui sont des sources biaisées, extrêmement limitées, qu'on rajoute à ça une sociologie des contributeurs qui pousse à l'engagement et qui, en plus, a un filtre idéologique, et que vous rajoutez effectivement le facteur des IA derrière, oui, Wikipédia demeure aujourd'hui un vrai problème et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de solution alternative qui existe, mais c'est un problème que un de ses fondateurs avait vu dès le départ et c'est intéressant toujours de voir que quelqu'un avait tiré la sonnette d'alarme, avait dit que ça allait être très très grave et qu'on a laissé continuer à se développer. J'aimerais rajouter une information là-dessus, puisque j'ai moi-même une très mauvaise expérience avec Wikipédia. Ma page a été complètement salie par des militants d'extrême gauche qui racontent que ce qu'ils veulent, qu'avec des sources, effectivement, style Libération, etc. Et puis, il y a un moment, j'ai voulu reprendre en main cette page Wikipédia. Effectivement, je n'ai pas pu parce que, n'étant pas une écrivain Wikipédia, j'étais nouvelle, donc je ne pouvais pas modifier ma propre page parce qu'en face, il y avait énormément de gens qui avaient modifié plus d'une centaine de pages. Et je me suis rendu compte en fouillant un peu, en essayant de trouver des solutions, qu'il y avait aussi beaucoup d'agences Wikipédia. Qu'il y avait des guerres d'agences, c'est-à-dire que quand on est un personnage public ou qu'on est une marque, enfin qu'importe, aujourd'hui parfois on doit payer en fait une agence qui s'occupe de sa page Wikipédia et qui va avoir en fait pas mal d'écrivains Wikipédia comme ça qui ont un haut ranking et qui vont pouvoir modifier la page. Et donc, j'ai rencontré une agence qui est complètement cachée, on va dire, dont c'est le métier de récupérer des pages. Et ils m'ont dit, voilà, on a une agence en Tunisie, en fait, et on embauche aussi des gens au Sénégal, etc. Parce qu'en fait, les personnes qui sont dans ces pays-là, en fait, ont un peu la primauté, c'est-à-dire que vu qu'ils ne sont pas dans le monde blanc, quand ils écrivent de là-bas, c'est considéré comme plus important que quand ils écrivent, que si on embauchait des gens en Europe. C'est surtout que ça leur coûte moins cher et qu'effectivement, ils utilisent beaucoup ça. Mais effectivement, oui, c'est une vraie guerre. On n'est plus du tout sur l'objectivité. On a d'un côté des activistes qui font ça bénévolement, plus ou moins. De l'autre côté, effectivement, des agences qui vont embaucher des gens. Et effectivement, par exemple, Madagascar est un endroit où il y a beaucoup de rédacteurs parce qu'ils parlent français correctement et ils sont payés un dixième d'un salaire français pour faire la même chose. Donc ça se fait. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un moment où même ces agences-là sont, une fois qu'elles sont repérées, elles sont blacklistées et il y a des gens qui peuvent figer votre page pour que personne d'autre ne la modifie et elle reste en l'état. Et c'est un des vrais enjeux, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va sans doute, avec le CERU, travailler sur ces questions-là parce qu'il y a aussi la question de la responsabilité. C'est très difficile d'attaquer Wikipédia en diffamation, c'est très difficile de l'attaquer pour les fausses nouvelles qu'elle peut répandre, et donc il faut qu'on travaille là-dessus parce qu'il n'est pas normal quand une page est figée notamment, et donc Wikipédia a décidé que c'était l'information telle que, elle devrait avoir une responsabilité éditoriale, et donc il va falloir qu'on travaille là-dessus pour la faire reconnaître. Parce qu'autrement, si d'ailleurs les entreprises embauchent des agents, c'est parce que derrière ça, pour certaines entreprises, il y a un vrai risque réputationnel énorme. Quand vous avez des entreprises qui quelquefois ont vu leur page modifiée, soit par des clients mécontents à la rigueur, mais quelquefois par des concurrents, ça pose un problème.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'attaquer à Google? Parce que finalement, c'est Google qui fait remonter Wikipédia SEO. Et vous dites que Google est en train de changer vis-à-vis de sa position vis-à-vis du wokisme. Alors peut-être que de ce côté-là aussi, parce que Wikipédia tombe si Google arrête de le mettre si en avant. Mais sauf qu'il y a une vraie... en fait, Wikipédia, il y a vraiment une très très forte audience. Je n'ai plus les audiences en tête, mais chaque jour, c'est dans les 3 premiers sites Internet consultés. Les gens ont vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai réflexe en termes d'information. La seule chose qui peut peut-être changer, mais qui malheureusement ne changera pas le problème, c'est que dès lors qu'on va passer de plus en plus avec les IA pour poser des questions et se renseigner, on n'aura plus ce modèle-là. Donc il suffit que demain, et ça c'est peut-être possible, que demain il y ait des IA qui décident de ne pas baser leurs recherches sur Wikipédia, d'exclure Wikipédia et d'aller chercher des informations ailleurs. Et là, effectivement, peut-être qu'on aura un moyen de lutter contre. De toute manière, très souvent, même s'il faut trouver des réponses juridiques, c'est l'innovation dans ces milieux-là qui permet effectivement de faire tomber quelqu'un qui avait une position dominante. Et il faut espérer que demain, une IA qui prend comme modèle de ne pas se baser sur Wikipédia, mais d'aller à l'information brute, peut-être que cette IA-là pourra faire tomber Wikipédia. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit précédemment au sujet du journal Le Monde et de l'évolution de sa ligne éditoriale et de la déclaration de M. Pigasse, donc qui en est un actionnaire, en disant que voilà, la lutte contre l'extrême droite était l'une des priorités de ce journal. Qu'est-ce que vous pensez de la polarisation? Moi, j'ai l'impression, en tous les cas, qu'il y a une polarisation de plus en plus forte dans les médias actuellement, avec en effet certains journaux de gauche qui ne s'en cachent même plus, ont se donnent une vraie mission politique et d'influence des votes, mais on peut dire que quand même, à droite, il y a un peu la même chose aussi, mais moi, personnellement, je considère que c'est quand même une réponse à la gauchisation de certains médias qui avant étaient beaucoup plus neutres. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, malheureusement, c'est l'histoire des médias depuis toujours. On sait que toutes les études sur les médias montrent qu'on achète le journal moins pour s'informer que pour se conforter. Et qu'on achète toujours les médias qui pensent comme vous. Sauf qu'effectivement, ce qui s'est développé ces dernières années, c'est des effets bulles renforcés par les réseaux sociaux, mais qu'on retrouve aussi dans les médias, où on va vraiment aller dans des communautés médiatiques qui nous ressemblent et nous confortent dans nos opinions. Et ça, alors, quelle est la poule, quel est l'œuf, c'est très compliqué. Est-ce que c'est parce que les médias se sont radicalisés que ça s'est développé, ou est-ce que c'est parce que justement l'électorat ou les auditeurs cherchent de plus en plus un discours militant, entre guillemets, pour se conforter dans leurs idées? Je ne sais pas dire quelle est l'origine. Mais en tout cas, oui, c'est clairement, aujourd'hui, on a deux mondes avec une vraie difficulté. Hein. C'est pour ça que quelquefois, il y a au moment des élections, il y a des surprises pour certains, parce que très souvent, en fait, on vit dans un monde où tout le monde pense comme nous, et donc on est très surpris quand nos idées n'apparaissent pas comme gagnantes. Alors, je ne dis pas de faire comme moi, parce que ça demande effectivement quelquefois de prendre un peu des espaces de liberté, mais c'est très rare, en fait, de lire que ses adversaires. Le travail que je fais moi depuis 10 ans de lire toute la pensée d'extrême gauche, etc., il y a très peu de gens à droite qui vont regarder ce qui se passe de l'autre côté. De la même façon, il y a très peu de gens à gauche qui regardent ce qui se passe à droite. Et donc, petit à petit, effectivement, il y a le risque qui est assez important d'avoir des lectorats qui soient totalement hermétiques l'un à l'autre et qui n'arrivent plus à avoir de discours commun. Et c'est ce qui est aujourd'hui, je pense, une des menaces sur les démocraties. Il y avait, pour moi, une sociologue et une professeure de sciences politiques qui était extrêmement intéressante, qui s'appelle Elisabeth Neumann, qui avait écrit un article qui s'appelait « La spirale du silence » et qui montrait comment, normalement, on arrivait toujours dans une communauté, un consensus qui se formait parce que les opinions extrêmement minoritaires finissaient par, petit à petit, rejoindre la majorité et en gros, les opinions il y avait un mouvement pour qu'il y ait une sorte de consensus qui se crée. Elle montre deux choses dans ces études-là, que si il y a un militant qui est dans une position extrêmement dure et qui ne change pas d'avis,
ça met beaucoup plus de temps, mais le groupe va finir par se ranger à la position dure. Et donc, c'est un peu ce qu'on a avec la radicalisation qui se passe. Quand vous avez des mouvements durs, et ben, petit à petit, on va se ranger avec ça. Et le deuxième élément, c'est avec les réseaux sociaux, c'est que la personne isolée n'est jamais isolée. Elle trouve toujours quelqu'un qui pense comme elle ailleurs. Et donc, on a ces deux phénomènes qui existent en même temps et qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un discours commun et un langage commun. Mais donc la violence fonctionne, dans un sens. Ah, mais la violence malheureusement, oui, elle a toujours fonctionné. C'est pas oui, la violence, c'est qu'elle soit comme ça, qu'elle soit juste une forme de radicalité ou une forme de pression, c'est pas le modèle qu'on peut souhaiter parce que c'est pas un climat agréable. Mais malheureusement, on le voit dans la cancel culture, quand vous avez des gens qui vous harcèlent tous les jours, quand vous avez des gens qui vous obligent qui vous menacent physiquement, et c'est de plus en plus le cas. Oui, au bout d'un moment, pour la majorité des gens, alors il y a toujours des gens exceptionnels que ça remotive, mais la majorité des gens, on peut le comprendre, laisse tomber, quoi. C'est pas leur objectif, c'est pas de se battre contre la terre entière. Et donc effectivement, ceux qui ont cette volonté d'afficher par la force leurs idées, bah, ça peut arriver qu'ils gagnent à la fin. Donc le seul moyen d'éviter ça, c'est effectivement de créer les moyens d'éviter de donner cette prime à la violence. Pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut lutter contre le wokisme au sein des entreprises ou au sein de son université? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil? Premier conseil, c'est déjà de se former pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi il ne faut pas se laisser avoir par la dialectique woke. Parce que très souvent, en fait, au début, on n'ose pas intervenir parce qu'on a l'impression qu'on est forcément contre le camp du bien. Parce que donc, faut bien arriver à comprendre que racisme, quand il est prononcé par quelqu'un d'universalisme ou quand il est prononcé par quelqu'un de woke, ça ne veut pas dire la même chose. Et donc, quand on sait ça, on commence à retrouver la possibilité de parler. Et si la majorité silencieuse est silencieuse, effectivement, elle finit toujours, ça revient au point précédent, par perdre face aux minorités qui sont engagées. Et donc, il faut que la majorité silencieuse retrouve des arguments pour défendre sa vision universaliste, républicaine, etc. Et ça nécessite un minimum de formation pour ne serait-ce qu'avoir les bons arguments qui permettent d'alimenter un débat sans avoir peur de se retrouver cornérisé et qualifié de tous les épithètes les plus désagréables possibles. Donc cette formation-là, elle est nécessaire. Et donc voilà, aujourd'hui, l'avantage, c'est que entre votre podcast, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de livres qui sont sortis récemment qui sont très bien. Nous, effectivement, avec l'Observatoire, on essaye chaque semaine de faire à la fois de la formation et de la veille. Donc c'est la première chose, c'est se former. La seconde chose, c'est effectivement de ne pas avoir peur de dire quand ça ne va pas et de dire qu'effectivement on n'est pas du tout dans une logique donc lutter contre la cancel culture, lutter contre certaines formations, dire quand ça ne va pas et essayer de faire en sorte d'avoir une solidarité pour pas que quelqu'un puisse être licencié pour ça. Malheureusement, c'est très peu fréquent. C'est très peu fréquent, mais malheureusement ça arrive. Et l'exemple récent du PDG du groupe EBRA, qui est un groupe de presse régional, qui s'est retrouvé obligé de démissionner parce qu'il avait simplement liké, il n'avait même pas pris position, il avait simplement liké quelques posts, notamment de Sarah Knafo, la députée européenne Reconquête. C'est très inquiétant. Parce qu'en fait, en faisant ça, en laissant faire ça, et là aussi, ça ne s'est pas fait spontanément. D'abord, il y a eu des militants. Ensuite, il y a Mediapart et Blast qui ont mené une campagne de harcèlement jusqu'à faire un harcèlement sur l'actionnaire pour que l'actionnaire se dise, pour la paix des ménages et la paix de mes rédactions, je vous demande de partir. Et ça, malheureusement, si on laisse ce genre de choses faire, c'est un risque, effectivement, de perdre le combat définitivement. Donc il faut absolument être solidaire, montrer qu'on n'accepte pas ça. Aux États-Unis, on a vu que ça commence à évoluer, ce qui ne veut pas dire que le wokisme est fini aux États-Unis, parce qu'il peut tout à fait rebondir. Ça ne veut pas dire non plus qu'en France, on suivra forcément, en
tout cas à court terme, le même chemin qu'aux États-Unis, parce que très souvent, on a pu avoir des effets retard importants et on peut avoir au contraire des militants woke qui décident d'être encore plus woke qu'en France pour montrer qu'ils sont résistants par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. C'est un peu la tendance qu'on a là sur les dernières semaines. Donc il faut être assez vigilant, mais c'est se former. Une fois qu'on est suffisamment formé, prendre la parole et puis pas hésiter à soutenir ceux qui mènent le combat, parce qu'effectivement, des fois, il faut aussi être prêt à mener le combat par procuration, parce que c'est souvent plus facile de le faire avec des gens qui peuvent prendre les risques que vous, dans une entreprise, vous ne pouvez peut-être pas prendre. Et pour finir, comment on peut vous soutenir ? Eh bien, sur le site de l'Observatoire, vous avez tout l'Observatoire du wokisme, donc Observatoire du wokisme, vous trouverez assez facilement. Et là, vous avez tous les moyens à la fois de nous soutenir. Alors, nous soutenir financièrement, parce qu'effectivement, on essaye de financer des campagnes de plus en plus, mais aussi de nous soutenir en relayant, publiant. En fait, on a besoin, plus nos informations sont diffusées, mieux c'est. Donc, il y a un soutien financier, puis il y a un soutien totalement sympathisant et engageant qui consiste simplement à nous aider à publier le plus largement nos publications. Vos futurs projets, vos futurs sujets d'études, de publication? Alors, sur l'Observatoire du wokisme, on va continuer le travail sur les fiches, donc sur le wokisme dans les entreprises. On va sans doute aussi, on a une note prévue entre l'Observatoire du wokisme et le CERU sur Wikipédia, où justement on en a parlé, mais ça va être un vrai sujet sur comment on analyse l'évolution de Wikipédia et comment on peut effectivement contrer ces modèles-là. Et puis, on essaye de développer un vrai projet sur la liberté, avec le CERU notamment, qui vise à défendre la liberté d'expression, lutter contre les discriminations politiques et défendre en gros toutes les sociétés de liberté face à ce qui, finalement, aujourd'hui nous empêche ou nous corsette dans notre expression. Merci beaucoup, Merci. Olivier Vial, c'était passionnant. Merci à vous. Merci. Si vous êtes encore là, c'est que le travail que nous produisons sur Feminist vous plaît. Alors on vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail. Vous pouvez aussi nous faire un don. Toutes les infos sont sous la vidéo. À très bientôt.